Bonjour à tous. Merci pour participer à notre speed learning, gestion des secrets et notamment solution de HashiCorp Vault. Dans ce plan, on verra les risques concrets, les solutions du marché, le fonctionnement du HashiCorp Vault, puis des alternatives comme AdCloud, comme AWS Secret Manager, Azure Key Vault. Et pour finir, je vous propose un démo rapide pour voir tout ça en action. Mais, mais avant d'aller plus loin, posons une question simple. Pourquoi parler de secret aujourd'hui? Pourquoi parler de secret aujourd'hui? Le monde applicatif a changé. Maintenant, on ne parle pas beaucoup des applications monolithiques. Plutôt, on parle maintenant des applications orientées microservices, des conteneurs, des applications sur des plateformes Kubernetes, des déploiements en cloud, des pipelines CI/CD. Donc, et tout ça repose sur une chose, les secrètes. Par exemple, on a une application microservice, on a plusieurs microservices qui connectent entre eux. Donc, sûrement, on va utiliser des secrètes comme des tokens, des clés d'API, des mots de passe pour connecter par exemple aux bases de données, des certificats TLS. Et chaque brique de votre infrastructure donc, ou de votre application en dépend ses secrets. Le problème, euh, maintenant, c'est beaucoup d'équipes utilisent encore des pratiques non sécurisées. Par exemple, secrètes dans des fichiers de configuration. Ou parfois partager ces secrets, ces informations sensibles par des messages ou par des emails. En plus, jamais des mises à jour des mots de passe. Il y a des mots de passe qui ont 2, 3 ans, qui sont enregistrés dans le fichier de configuration, ne sont pas à jour. Il n'y a pas de rotation automatique. Et aussi, un point très, très important, c'est aucun contrôle et aucune traçabilité. Donc, on ne sait pas qui a connecté, par exemple, à notre base de données avec cette mot de passe générique partagé avec toute l'équipe. Et là, et là, on ouvre la porte aux fuites. Et à la fuite, on a aussi à l'erreur humaine, à l'escalade de privilèges. Par exemple, toute l'équipe partage le même mot de passe, mais pas tout le monde a le même poste, a le même rôle. Il y a des personnes qui utilisent beaucoup de bases de données, des autres juste faire du select, des requêtes simples, standards. Donc, avec des mots de passe partagés, donc on a l'escalade des privilèges. Et ça, ce n'est pas juste une faiblesse technique, c'est une faille plutôt organisationnelle. Donc, si on veut parler maintenant et on veut faire du DevSecOps, donc implémenter l'aspect sécurité dans notre chaîne DevOps, donc si on va faire du DevSecOps sérieux, il faut commencer ici par la gestion des secrets. Mais ma question, c'est au fond, c'est quoi un secret et pourquoi ça peut poser problème si mal géré? Secret, définition et risque. Un secret, c'est une information sensible. C'est toutes les informations sensibles, on peut le considérer comme des secrets. Ces informations, par exemple, nous permettent d'accéder à une ressource. Euh, on a plusieurs exemples de secrets, comme un mot de passe pour accéder à une base de données, une clé API pour un service tierce, par exemple, un certificat TLS, un token pour accéder à un cluster. Le souci, c'est pas vraiment leur usage. Leur usage est simple. Les soucis, c'est leur stockage, leur diffusion et leur durée de vie. Par exemple,
Si on met nos mots de passe, nos secrets directement dans des fichiers de configuration comme .env, il sera exposé tôt ou tard au public. Euh, Par exemple, avec une fausse commit par un développeur de fichier .env, donc ça sera donc exposé sur Bitbucket ou GitHub. Et aussi, ces fichiers ne sont pas chiffrés, ils sont dans les serveurs. Donc, n'importe quelle personne a l'accès à un serveur, à cette serveur, donc il peut donc consulter nos secrets. Et j'ai lu un article dit qu'il y a plus de 10 000 de mots de passe et tokens sont exposés sur GitHub. Sur GitHub, surtout sur les projets publics. Il y a pas mal des fichiers, disons, .env qui sont exposés au public par une fausse commit. Et ces mauvaises pratiques ont causé de vrais incidents dans des grandes boîtes. Et dans presque tous les cas, ce n'est pas du hacking complexe. C'est juste une mauvaise gestion des secrets. Donc, la vraie question, c'est comment on fait mieux et avec quel outil. Ici, je veux vous montrer deux petits exemples. Par exemple, un fichier .env. Donc, on met directement en clair nos mots de passe, nos API keys. Ce fichier, donc, c'est s'enregistrer dans un serveur. Et aussi plus pur de ça, il y a des développeurs, par exemple des personnes qui mettent les passwords et les informations sensibles, on dire, dans le code. Donc, on a déjà dit, pour résoudre ce problème, on a besoin des outils. Quel outil? L'outil s'appelle Secret Manager. Bon, c'est un concept, ça s'appelle Secret Manager. Secret Manager, c'est quoi? Secret Manager, c'est un coffre-fort numérique. Il centralise les secrets, donc il centralise, enregistre toutes les informations sensibles. Aussi, il les chiffre, il contrôle précisément et qui peut accéder à ces données, on crée des règles de policy, et surtout, il fait des tournées automatiquement. Par exemple, il vous permet de faire du service à accès à cette clé, par exemple, pendant juste une heure. Donc, création de clés temporaires. Ou par exemple, création de rôle. On peut dire, par exemple, tel rôle peut voir ce token, mais pas le modifier. On va créer des rôles bien spécifiques. Ou aussi au niveau du certificat, par exemple, on peut faire du renouvellement automatique des certificats, par exemple, chaque 7 jours. Tout ça, donc, ça sera fait par un secret manager d'une manière fluide, en background et automatisée, sans intervention humaine. Et bonus de tout ça, il peut tout loguer. Par exemple, si quelqu'un a accédé donc, aux bases de données avec utiliser notre service du Secret Manager, on peut savoir qui a accédé, à quoi, qu'est-ce qu'il a fait et comment. Donc, en résumé, Secret Manager, c'est un garde de corps pour vos secrets. Donc, vous engagez en sécurité, tout d'abord, sécurité du secret, traçabilité. Donc, on a traçability qui accéder à tel service, quand et comment. Et l'automatisation, par exemple, de rotation automatique, de renouveler les certificats après un certain laps de temps, etc. Euh, donc, justement, ce genre d'outils, ils en existent sur le marché. On a plusieurs outils donc, qui proposent ces services de secret manager. Solution du marché pour la secret manager. Donc, on a déjà parlé de concept secret manager. C'est comme un design pattern pour centraliser la gestion des secrets. Pour l'implémenter, ce design pattern, on a besoin des solutions de marché. Parmi les solutions, on peut dire que chaque cloud a sa solution, mais certains sont plus flexibles que des autres. Par exemple, on part de première solution, HashiCorp Vault.
solution open source, cloud agnostique, donc indépendant de tous les clouds. Il peut intégrer avec n'importe quel cloud, n'importe quelle plateforme comme Kubernetes par exemple. Solution 2, on a Azure Key Vault. Donc, solution, c'est parfait si vous êtes déjà sur Azure. Donc, si notre infrastructure est 100% Azure, donc nativement, donc, la meilleure solution, c'est d'utiliser Azure Key Vault. AWS Secret Manager, euh, comme Azure Key Vault, c'est solution AWS, c'est natif AWS, bien intégré, il y a des rotations automatiques, il y a beaucoup des avantages d'utiliser donc cette solution si on est en AWS. Et aussi, on a GCP Secret Manager, solution simple, efficace, intégrée avec l'IAM Google et avec tout l'écosystème de cloud de Google. Donc, GCP C4, mais il y a plusieurs autres. Par exemple, il y a CyberArk. C'est une solution donc, payante utilisée par pas mal des entreprises comme les banques. Il y a une solution qui s'appelle Ansible Vault. Cette solution est intégrée dans Ansible directement pour gérer les volts. C'est pas extensible, c'est juste avec Ansible. Donc, en gros, de tout ça, de ce tableau, on peut dire que si vous êtes full AWS ou full Azure, restez dans l'écosystème, utilisez Azure Key Vault ou AWS Secret Manager. Mais si vous êtes multi-cloud ou en permise ou vous voulez plus de contrôle sur ces gestions de secrets, Vault est souvent le meilleur choix et le choix le plus stable, le plus complet. Et justement maintenant, parlons de Vault. C'est quoi Vault exactement et pourquoi tant de monde l'utilise? HashiCorp Vault, la solution référence. Si on parle de Vault, c'est plus qu'un coffre-fort. Vault, c'est une vraie plateforme de gestion des secrets. Il permet presque de faire tout. Vault nous permet de stocker nos secrets de manière chiffrée, de gérer les accès finement, créer du rôle, de générer des identifiants temporels avec time to live bien paramétré, d'une seconde jusqu'à une heure, comme on veut, de chiffrer des données à la volée et de tracer chaque opération. Donc, on savoir qui accéder à quel service et comment. Aussi, parmi les points forts de Vault, de HashiCorp Vault, elle est intégrée partout, avec tous les clouds, on peut l'utiliser, avec Kubernetes, avec tout ce qui est le pipeline CI/CD, avec différents outils comme Terraform, par exemple. Donc, c'est une solution open source, ce qui permet de tester, personnaliser et intégrer dans notre système, presque dans tout l'écosystème, on peut intégrer HashiCorp Vault. Et maintenant, on va voir comment tout ça s'architecture. On va focuser un peu sur l'architecture de Vault. Architecture simplifiée. Voici les briques principales de Vault. Dans Vault, on a un serveur Vault. On a aussi un backend de stockage, par exemple Consul, S3, Key-Value Database, AWS. Excusez-moi, mais Non, je oui, ne vois pas je ne vois pas ce que vous présentez. Je ne sais pas si je suis le seul. Je vois juste HashiCorp Oh non, Vault. tu n'es pas le seul, c'est pareil. c'est HashiCorp Oui, on voit Vault simplifié. l'architecture simplifiée. Ouais. Je ne vois pas de schéma d'architecture ou quoi que ce soit. Ah, tu vois ici? Moi, Là, je on vois. Oui, moi aussi, pas de souci de mon côté. Là, maintenant, on voit architecture simplifiée de HashiCorp Vault. Du coup, on voit maintenant. Merci. D'accord. Oh, ok, je veux. C'est bon. Ok, on est ici. Architecture simplifiée de HashiCorp Vault. Ouais,
C'est tout Donc, bon. Ah, en fait, je pense qu'il y a un petit problème. Elle me dit le schéma s'enlève quand tu te mets non, en. Quand... je vais l'afficher après Ah, pour ok, ok, expliquer le très bien. chemin. Ok, autant Ouais. pour moi. Je te laisse continuer. Ok, c'est juste, je vais parler un peu en général des briques principales. Comme je dis, serveur Vault, on a le backend de stockage. C'est, en général, on peut mettre un Consul ou un Steward AWS ou un Key-Value Database AWS. Et une méthode d'authentification pour connecter à Vault. On peut connecter avec LDAP, avec un token. Et le plus important, Secret Engine. C'est quoi le Secret Engine? Secret Engine gère les différents types de secrets automatiquement. Par exemple, l'accès temporaire à des bases de données, les certificats TLS, les clés de chiffrement, etc. Donc, le principe est simple. Donc, on a une application où un utilisateur s'authentifie à un serveur Vault. Vault, tout d'abord, va vérifier ses droits via une policy. Je pense sur HashCodeVault et on crée chez les configurations HCL pour mettre notre règle de policy. Donc, réponse de Vault à cet utilisateur, c'est de fournir le secret ou pas, si l'utilisateur a les accès ou non. Et après, Vault loguer toutes les opérations. Donc, on a log cet utilisateur, qu'est-ce qu'elle a fait avec ses coordonnées, ses credentials, ses secrets qu'on a déjà fournis. Et Vault faire l'audit, donc on peut utiliser par exemple de l'Elasticsearch, de Splunk, après pour afficher les logs, etc. Donc ici, voilà, donc l'opérateur du service ou l'utilisateur donc, peut authentifier un Vault avec un token, un ADAP. Et maintenant, l'idée, on va regarder ensemble un cas d'usage concret. La gestion d'accès à une base de données. On va voir un chemin, comment on accède à une base de données à l'aide de Vault. Cas d'usage. Donc, voici comment générer des identifiants temporaires pour une base. Donc, tout d'abord, on configure notre serveur Vault. Donc, on active le moteur de database. Après, on configure la connexion à la base de données. C'est la connexion de Vault vers la base de données. Ce n'est pas la connexion d'utilisateur ou notre application vers la base de données. Donc, on met Vault au milieu. C'est lui qui va gérer tout ça. Donc, juste au début, donc, on configure la connexion de Vault vers la base de données et on définit les rôles avec des permissions. Par exemple, on crée un rôle spécifique pour faire un read only pour la base de données, pour les tables de base de données. On peut créer des autres rôles, par exemple, pour faire du select, pour faire d'insert et update, sans supprimer donc, des tables de base de données. Quatrièmement, on a fait l'initialisation, notre configuration. Donc maintenant, l'application. Donc notre application euh, demande l'accès à la base de données. Donc il demande à Volt pour donner les coordonnées. Volt répond avec des identifiants temporaires avec une durée de vie paramétrée. En général, c'est 1 heure, mais on peut mettre, par exemple, après moi dans le démo, je l'ai mis à 1 minute. Donc l'application demande les coordonnées, Volt voir est-ce que là l'accès ou non, et générer, donc selon les accès de l'application, appartient à quel rôle, il génère un mot de passe et un utilisateur temporaire. Et à la fin, l'application connecte à la base de données avec de nouveaux coordonnées et credentials donc fournis par Volt. Donc, il fait son travail. À la fin de tout ça,
si le token ou le mot de passe expire, Vault nettoie tout seul. Donc, Vault, supprimer l'utilisateur connecté à la base de données, supprimer cet utilisateur dans la base et trace toutes les opérations faites par cette application avec ses coordonnées, ses credentials partagés avec l'application. Donc, on voit ici, c'est Vault, c'est comme le centre donc, du tout l'écosystème de gestion de secrets. Donc, tout d'abord, on configure Vault. Après, tout ça, ça sort automatiquement. L'application connecte à Vault et demande les coordonnées, les credentials. Vault, selon le rôle et selon les accès et permissions, elle donne des coordonnées donc, à l'application avec un time to live bien défini. Et après, à la fin, Vault nettoie tout seul et trace tous les actions. Donc, résultat de tout ça, on n'a aucun identifiant stocké en dur. L'application, elle demande les mots de passe de Vault. Ils ne sont pas les mots de passe enregistrés dans un fichier de configuration, par exemple. Tout est stocké dans Vault. Deuxièmement, très important, durée de vie courte, paramétrée. On a des credentials temporaires. Et je vois très intéressant, zéro intervention manuelle, tous est automatisé. Donc l'utilisateur, donc on voit ça donc fluide. L'application tout seul va connecter à Vault et après Vault peut faire des rotations de mots de passe. Donc chaque heure, Vault peut changer le mot de passe. Tout ça d'une manière fluide en background. Et maintenant, on voit deux alternatives bien connues dans le cloud public. On a parlé de HashiCorp Vault. Maintenant, on va parler un peu des solutions d'AWS et Azure. OK. AWS Secret Manager. AWS Secret Manager. Donc, si vous êtes dans AWS, votre infrastructure, c'est purement AWS, cette solution est faite pour vous. Donc, les avantages, rotation automatique, chiffrement via AWS KMS, via service AWS de chiffrage, accès et contrôle via IAM avec les services d'accès de AWS, intégration facile via les IK ou avec le REST API. Exemple des pics, par exemple, on a une Lambda, fonction, fonction serverless d'AWS, veut accéder à une base de données RDS de AWS. Donc, Lambda, elle demande un secret à AWS à l'aide de Secret Manager. S'il a expiré, par exemple, pas grave, AWS en génère à nouveau. Donc, on a une rotation automatique. Donc, cette solution, c'est fluide, natif et invisible pour le dev. Tout ça sera en background d'une manière fluide, sans intervention manuelle. Juste, j'ai une question. J'ai parlé beaucoup, j'ai dit rotation automatique des secrets. C'est quoi rotation automatique? Rotation automatique, c'est le secret change tout seul à un intervalle régulier de temps, sinon défini, sans action manuelle. Ça, c'est la rotation automatique. D'accord. Et maintenant, on passe côté Azure. Côté Azure, presque on a l'équivalent. Même solution, mais dans des solutions architecture 100% Azure. Donc, dans Azure, on a Azure Key Vault, solution d'Azure. C'est la brique de confiance dans Azure. Donc, Azure Key Vault stocke les secrets, stocke les certificats, les clés de chiffrement, tous. Il chiffre avec HCM, comme AWS qui utilise son service s'appelle KMS. Donc, chez Azure, on utilise HCM, Hardware Security Module. Aussi, il trace les actions via Azure Monitor et il contrôle les accès, les droits avec Azure Active Directory ou avec l'AirPack.
Donc, cette solution d'Azure Key Vault, c'est une intégration native avec tous les services d'Azure. Donc, si vous êtes déjà dans l'écosystème natif, c'est solution logique. Donc, on a notre application, donc connecte à tous les services Azure avec un Key Vault, avec ces credentials qui sont générés automatiquement par solution d'Azure Key Vault. Ok, j'espère que c'est tout clair pour le moment. Oui, c'est clair. Ok. J'aurais bien aimé, s'il vous plaît, si vous pouviez revenir sur la slide 9 là, pour le document d'architecture, pour Archicorp Vault. Mais si vous avez encore beaucoup de slides, je préfère que vous avanciez et peut-être qu'on a peut-être 15 minutes à la fin pour la question. Celui-là, C'est vous qui voyez. Bah, du coup, là, je vois pas. Non, pas AWS, mais HashiCorp, le slide d'HashiCorp avec le document de la fin, l'architecture du oui, fonctionnement rotation d'HashiCorp. automatique des identifiants DB avec Volt. C'est bien là? 9, la slide 9. Ok, ok, d'accord. 9. Ouais, c'est bien là. Peut-être qu'il y a un lag. Je vois pas encore moi de C'est mon côté. l'architecture simplifiée. C'est l'architecture simplifiée. Oui, oui, c'est ça. Mais Euh, moi, chez moi, je vois toujours la slide 10. Donc, il y a peut-être un lag chez moi. euh, Mm. Pareil de mon il y en a- côté, ouais. ok. On voit que la slide Pour moi, 10 je, encore. pour moi, je vois slide 9. S'il il y a quelqu'un d'autre qui veut voir slide 9, la slide 10. Moi, je vois la 10. Bon, ok, je... Ah, c'est bon. On voit la 9 maintenant. Parfait. Donc, en fait, je disais que si vous pouviez juste refaire une petite passe là pour la 9, D'accord, mais c'est bien là. je ne sais pas combien de slides il reste encore pour finir la totalité de la présentation. C'est pour ça que je ne voudrais pas empiéter sur le temps de présentation. Oh, oh, ok, je vais représenter ça d'une manière Ouais, s'il vous plaît. rapide. Merci. Merci Ouais. beaucoup. Si dans l'architecture simplifiée, donc j'ai parlé des briques principales des Vault, les différents composants donc des Vault. Donc pour Vault, on a le serveur Vault qui fait tout ça, donc vérifier l'authentification, etc. On a aussi le backend de storage, c'est pour stocker les informations. Par exemple, dans Vault, on stocke les mots de passe, les secrets et tout ça. Donc tout ça, ça sera donc stocké d'une manière permanente, donc dans un storage de backend. Comme il y a AWS Key Value Database, par exemple, dans Consu, dans S3, dans des files system. Donc, si vous avez par exemple travaillé avant avec Terraform, on utilise des backends de stockage pour stocker les states. Plutôt, on utilise beaucoup S3, juste pour stocker le mot de passe d'une manière permanente. Par exemple, pour moi, dans mon exemple, après, je vais lancer Volt dans un conteneur. Et les conteneurs, ce sont éphémères. Donc, si mon conteneur down, donc toutes les informations seront supprimées. Dans ce cas, je perds tous mes secrets. Donc, l'idée, c'est d'utilisation en storage backend. Il y a des dizaines de solutions. Par exemple, plus connues, conçues, la Store. Méthode d'authentification pour que l'utilisateur ou une application connecte à Volt, il faut authentifier. Donc, on peut utiliser l'LDAP, si on est dans l'entreprise, utiliser l'LDAP avec notre utilisateur générique, utiliser SSO, utiliser token donc, pour connecter à Volt. Et on a aussi Secret Engine. C'est quoi Secret Engine? C'est le cœur de Volt. Il gère, par exemple, le Secret Engine gère différents types de secrets automatiques. Par exemple, l'accès temporaire à une base de données, les certificats TLS, les clés de chiffrement. Donc, tout ce qui est ça fait par l'engine, le moteur de Volt, le Secret Engine.
Et le plus important aussi, c'est tout ça, c'est tracé. Volt trace tout ça dans des fichiers de log. Et après, nous, on peut utiliser, par exemple, Elasticsearch ou Splunk ou n'importe quel type de log, autre type de monitoring pour stocker ce log et visualiser dans des dashboards pour bien donc suivre qu'est-ce qu'elle a fait exactement l'application avec ses tokens, avec ses mots de passe. Ok, j'aurais une J'espère question, que ça s'il vous c'est plaît. clair. Ouais. Oui, c'est clair, merci. Est-ce que pour le Secret Engine, est-ce qu'on peut le comparer au composant CPM sur la solution CyberArk pour ceux qui connaissent? Non, je connais pas vraiment CyberArk. En Je gros, connaissais. le composant CPM dont je parle, c'est celui qui est chargé de gérer les mots de passe, les certificats, la rotation de tout ça. Donc des clés SSH, des mots de passe et tout, suivant des policies, suivant des plateformes, des configurations sur des plateformes et tout ça. La Ouais. rotation automatique. Est-ce que le Secret Engine fait, c'est à peu près ça que ça fait, non, le Secret Engine aussi? Ouais, je pense c'est presque c'est la même fonctionnalité des Secret Engine, oui, exactement. En fait, c'est le Ok, corps de Volt, c'est lui donc qui gère les mots de passe, qui fait les chiffrements, etc. Donc, c'est Et c'est les mêmes fonctionnalités. au niveau du storage backend, là, c'est, en gros, c'est là où se trouve la base de données du Volta proprement parlé, c'est ça? Qui peut être externalisé sur AWS ou autre, c'est ça? Selon nos choix, donc on peut utiliser AWS qui va le DB, on peut utiliser Consul, c'est c'est notre solution vraiment qu'on veut l'utiliser pour. C'est plutôt, je pense, il faut que ce soit key value, donc pour stocker le mot de passe et tous les secrets. D'accord. Mais voilà, Est-ce c'est que plus sensible. Ouais. Est-ce que, est-ce que vous savez, en règle générale, dans les sociétés, dans les entreprises et tout ça, quelle solution est privilégiée? Qu'est-ce qui revient le plus fréquemment pour le Et stockage des mots de passe et des clés SSH, de tout ça, des credentials? pour, pour moi, j'ai vu des Star. Pardon? J'ai vu des entreprises, par exemple, j'ai travaillé, j'ai vu qu'ils ont stocké tout ce qui est les informations credential de Vault et aussi de Terraform sur Restore. Mais je vois, sont presque similaires. C'est juste on a besoin d'une type de base de données qui est value et on a aussi la possibilité de chiffrage, c'est secrète. D'accord. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. C'est juste que je n'ai pas, malheureusement, pas bien entendu votre réponse quand vous avez parlé J'ai de, dit, du stock. Ouais, pour moi, c'est presque toutes les solutions, c'est similaire. Consul ou S3 ou AWS qui vit de database. C'est le d'accord. plus essentiel, une base de données qui est value, qui on peut faire du chiffrement des secrets. Ça, c'est le plus OK. intéressant. Mais moi, personnellement, j'ai vu S3. Dans l'un de mes expériences, j'ai vu qu'ils ont utilisé S3 pour stocker ces D'accord. informations. OK, merci beaucoup pour Bon, je vous en prie. Euh, d'accord, juste. Je vais passer slide 12, je pense. C'est bon? On Oui, va voir slide 13, dis-moi. oui, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord, ok. Maintenant, on va faire un simple démo. Donc, mon objectif de vous montrer une application très simple créée avec Flask, micro-framework Python. Donc, avec le navigateur, donc, on connecte à notre application Flask. Flask connecte à Vault via l'API Vault. Et après Vault, génère un user et un mot de passe
pour connecter à nos bases de données MySQL. Donc, après, notre application Flask prend ces coordonnées éphémères et connectée à MySQL. Tout ça est containerisé avec Docker Compose. Donc, on va voir notre démo. C'est bon? OK. Ouais, Comme j'ai super. déjà... Ouais, parfait. Comme j'ai parlé, donc j'ai déjà dit, donc on va voir notre Docker Compose, les différents composants. On a l'image HashiCorp Vault, donc notre serveur Vault, avec le port donc, 8200. Comme un serveur dev, donc, on est mode test, donc on va lancer Vault en tant que en mode développement. MySQL, notre base de données MySQL. Et j'ai créé un volume donc, pour persister les données de la base de données. Vault int, j'ai créé en fait ce conteneur. Son rôle, c'est de faire la configuration initiale de Vault avec un fichier initvault.sh. Donc, pour configurer Vault, comme on a dit, dans la configuration, on a activé l'engine database, configuré la connexion avec la base de données, la création de rôle. Donc, ça, qu'est-ce que va faire ce script? On va voir après. Et à la fin, app, c'est notre application Python qui dépend de Vault et MySQL et qui utilise le service de Vault. Donc, comme j'ai dit, tout d'abord, j'ai fait la configuration de Vault. Donc, première chose, c'est activer le Secret Engine. Donc, avec le Secret Engine, on va activer le Secret Engine Database. Comment très simple, Vault Secret Enable Path Database. Après, on configure la connexion à la base de données. C'est juste une seule fois. On configure la connexion. Ça, c'est la connexion de Vault vers la base de données. Avec des plugins, il y a des plugins prédéfinis dans Vault, donc qui connectent à n'importe quelle base de données. Et à la fin, on crée des rôles. Pour moi, ici, j'ai créé juste un seul rôle avec un time to live une minute, c'est-à-dire ce rôle va générer un credential, un mot de passe à un utilisateur qui expire après une minute. J'ai donné j'ai créé donc des permissions, j'ai presque fait tout. Cet utilisateur peut faire un create, select, etc. Dans une base de données, ça s'appelle des mots que j'ai créé dans mon base de données MySQL. Et à la fin, on va initialiser avec succès. Ça, c'est le fichier d'initialisation de Vault. Ce fichier, elle sera fait juste une seule fois. Donc, juste, on fait une seule fois quand on démarre le serveur des Vault. OK. Donc, si on voit ici, donc, ça, c'est le service. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Vault Init? C'est un conteneur qui va connecter à Vault, exécuter, faire l'initialisation, des configurations, et après, stopper le conteneur et supprimer. OK. Ici, main.py. Ça, c'est notre application avec Flask. On a utilisé le module HVAC de Vault pour connecter au serveur Vault. OK. Si vous voyez ici, ConnectDB. Donc, notre application pour connecter à la base de données, elle utilise Vault. Elle connecte avec le Vault client pour générer pour connecter avec le rôle où je l'ai créé dans l'initvault.sh et demander de Vault l'username et le password. Donc, l'application essaie de connecter à Vault. Vault voir le rôle de l'application et décider de donner le mot de passe et le password avec time to live une minute ou non. Ça, c'est notre démo. Maintenant, je vais lancer le démo. Donc, pour lancer, on utilise Docker Compose.
Donc, commence build. Train de lancer notre application. Python.app. Le serveur Vault, c'est OK. Et voilà. Vault init. Configurer notre base de données avec succès. Ça, c'est notre serveur Vault. On peut utiliser n'importe quelle méthode d'authentification. J'utilise dans ce cas le token. Donc, je suis connecté à Vault. Comme l'a déjà dit, les fichiers de configuration, donc activer Secret Database, créer un rôle. Se voir dans les databases, dans les connexions. Donc, on a activé la connexion avec base de données MySQL. Et aussi, elle a créé un rôle, s'appelle MyRole. Ce rôle avec un time to live 1 minute, avec ses accès. Et maintenant, on va voir notre application. OK, notre application, c'est simple. Donc, tout d'abord, l'application est connectée à la base de données, sans passer par Vault. Il récupère des informations à partir des bases de données. Lire, faire une requête SQL, select, classique. Pour faire la rotation, j'ai préféré de créer un bouton pour forcer la rotation. La création d'un user et mot de passe avec time to live d'1 minute. Après 1 minute, on va voir qu'on n'arrive pas à accéder donc, pour récupérer ces informations. Il faut recliquer encore pour puisse voir nous régénère à notre token. Donc, juste, je vais vous montrer ça. Si je clique sur rotation mot de passe, on voit un nouveau user était créé. Ce user était créé à l'aide de Vault. On va voir les logs, donc post-rotate, donc la création d'un utilisateur. C'était à 11h18:39. Donc à 11h19:39, cet utilisateur, donc, ce sera expiré, le mot de passe et l'utilisateur supprimé définitivement de la base de données. Donc, on a 1 minute, donc on peut accéder à tout ça, on peut faire supprimer toutes les actions qu'on veut, faire des insertions. On est à 11h19:23, donc on attend 39 pour que ce user au mot de passe s'expire. Et voilà, 11h19:39, expiration de cet utilisateur. Donc, si on refresh, connexion à MySQL a échoué. Donc, on n'arrive pas à accéder, car maintenant, pour accéder connecté à la base de données, on passe par Vault. Vault nous génère un utilisateur et un mot de passe avec un time to live juste 1 minute. Après 1 minute, on n'arrive pas à accéder. Donc, pour accéder, encore, il faut recréer un mot de passe. Donc, ici, Vault nous recrée un autre mot de passe et avec un time to live toujours 1 minute. Pour voir ces mots de passe, donc l'admin de Vault, on peut voir dans le console de Vault. Ici. Avec Vault Read, Database, Credential. Le nom de mon rôle, c'est MyRole.
Et voilà, voici l'username et le mot de passe. Ces username et le mot de passe seront supprimés après 1 minute. Ok. Donc, dans l'application, dans ces deux mots, j'ai préféré de ne pas faire une rotation automatique. Rotation automatique, c'est-à-dire en background, donc l'application ne voit rien. Donc, en background, Volt va changer le mot de passe chaque 1 minute avec un laps de temps bien défini, un intervalle bien défini. Mais moi, j'ai préféré de créer un bouton pour bien voir donc l'utilisation de Volt et la création d'un utilisateur de mot de passe avec un time to leave bien défini. OK, ça c'est notre démo, on a fini le démo. Maintenant, je veux parler juste un peu des bons pratiques. Avant, on a presque fini. Les bons pratiques. Donc, voici les 5 règles à suivre pour bien gérer vos secrets. Premièrement, jamais dans le code. Jamais de secrets dans le code. Même dans un fichier .env, fichier de configuration .env, c'est très risqué. L'application doit récupérer les secrets à la volée via un secret majeur, n'importe quelle solution. Utiliser CyberArk, HashiCorp Vault ou des solutions purement cloud. Deuxièmement, l'utilisation des accès temporaires. Un mot de passe qui vit 1 heure, c'est beaucoup plus sûr. Troisièmement, l'activation des versionnings et d'audit. C'est très important pour savoir qui accéder à quoi, quand et comment. Et la solution HashiCorp Vault fait ça nativement. Elle donne l'audit d'utilisation de notre credential d'une manière donc fluide et très traçable. Quatrièmement, limiter les droits. Donc une application n'a besoin que de lire son secret, pas plus. Bien avec des règles de policy, avec des fichiers .hcl, on définit donc pour chaque application, pour chaque utilisateur, quels sont ses droits, quels sont les types de secrets qu'il peut le voir. Et à la fin, automatiser la rotation. Donc, rotation automatique après un laps de temps. Donc, Volt régénère de nouveau notre credential d'une manière fluide en background. Et tout ça tourne automatique. Conclusion à la fin. Donc, dans notre speed learning, j'ai essayé d'expliquer en général gestion des secrets, l'importance d'utiliser un central de gestion des secrets pour implémenter les normes du DevSecOps. On a vu quelques solutions, notamment Volt, qui règle ces problèmes de façon très simple et structurée. Il centralise, il contrôle et automatise. Donc, c'est une base solide pour avancer vers le DevSecOps. La sécurité ne doit pas être un ajout, mais une habitude. À partir du premier cycle de développement, il faut implémenter ces solutions de sécurité. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et je vois si vous avez des questions. Mais à la fin, n'oubliez pas, je vais partager avec vous donc mes slides et n'oubliez pas de consulter les références. Thank you for your attention et vos questions.